Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines, mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin! Mais pourquoi est-il aussi méchant? Épisode 10. Génération fermentation. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne. La fougne. Oh, elle est bien à point. Sentez-moi ça. Non, ça va, vous savez, ça a l'air bon. On va vous la servir à l'étaler, comme chez nous, hein. C'est-à-dire on l'étale sur le pain. Merci. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant 2-3 saisons. Puis il y a les coins aussi. Mangez petit, je vais venir un vrai montagnard. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé. Oubliez tout ce que vous connaissez sur la fermentation et les bactéries. Au premier abord, et puis parce que notre conscient collectif a été éduqué de la sorte, nous ressentons de la répulsion, du dégoût envers ces termes lorsqu'ils sont évoqués. Pourriture, faisandage, champignons, spores, moisissure, truc qui a tourné, mal tourné. Notre imaginaire est envahi de notions, d'étiquettes, d'apprentissage, qu'il faut sans cesse remettre sur la table et réévaluer. Vous savez, ce genre de notions qui, quand on en parle, va faire apparaître deux camps, le camp des pour et le camp des contre. Pourtant, lorsqu'on détaille les aliments de notre quotidien, la fermentation est partout. Fromage, pain, bière, chocolat, vin, café, choucroute et tant d'autres. Ces produits fermentés font partie intégrante de notre culture gastronomique française, mais nous sommes peu à en être conscients. On a l'impression que ce retour à la fermentation, qui commence à émerger depuis plusieurs années, n'est qu'une mode culinaire de plus, réservée à quelques savants fous du bocal. Alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'un retour aux sources. Depuis des millénaires, et dans chaque recoin de la planète, les humains fermentent leurs aliments. Au départ, au temps de la préhistoire, la fermentation servait à attendrir la viande, à la précuire, puis à la conserver, à faire des réserves. On estime même que la fermentation a précédé la découverte du feu, et qu'elle est donc la première façon dont les hommes ont apprivoisé la nourriture. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais la fermentation, c'est dépassé, non? C'est en effet à partir de l'époque de Pasteur et de sa pasteurisation que les bocaux, les légumes lactofermentés et le fait maison ont peu à peu disparu de nos tables. Petit à petit, et avec la fin des 2 guerres mondiales, la population a eu des envies de tout près, de conditionner, de sans risque. Les aliments ont été de plus en plus transformés et agrémentés d'additifs complexes, servant à prolonger la conservation, mais aussi à apporter un goût addictif, une envie de reviens-y, et du coup, l'envie d'en acheter encore, et encore, et encore, jusqu'à l'addiction totale. Quand je pense à addiction alimentaire, je pense tout de suite au sucre blanc, ajouté depuis des années maintenant à toute préparation transformée, même salée, afin de créer une habitude et une empreinte gustative très particulière. Sans même le savoir, nous mangeons notre cassoulet et ingérons inconsciemment 3, 4, 5 morceaux de sucre. Je m'éloigne du sujet, mais la parenthèse était trop tentante. Savez-vous que le ketchup et le Coca-Cola sont à la base des boissons et aliments plutôt bons pour la santé ? Les recettes initiales intègrent des procédés de fermentation qui développent des goûts et même des propriétés médicinales. Incroyable, non ? Petit à petit, les recettes ont évolué, se sont simplifiées, se sont dégradées. La fermentation a disparu du procédé de la recette. Et les produits que nous connaissons de nos jours sont devenus néfastes pour la santé si l'on en consomme trop régulièrement. À ce propos, j'ai bien envie de tester une recette de ketchup maison. Ça vous dit de la tenter avec moi ? Revenons-en à notre fermentation.
la fermentation des aliments peut être de plusieurs sortes. Alcoolique, c'est-à-dire qu'elle produit de l'alcool, comme pour le jus de raisin qui se transforme en vin par exemple. Acétique, avec le vinaigre ou la kombucha. Lactique, comme le yaourt ou les légumes lactofermentés. Amylolytique, protéolytique, etc., etc. Chacun de ces procédés n'est que l'enveloppe d'autres procédés internes qui eux-mêmes en renferment d'autres. Vous aurez compris que le terme fermentation est un terme générique qui inclut une quantité impressionnante, voire exponentielle de possibilités. C'est un procédé d'optimisation de la nourriture, une recherche de goût, de prolongement des saveurs, une exploration des possibles, une ode à la transformation. Car oui, quand on fermente des aliments ou des boissons, ce sont de véritables transformations que l'on observe, un déploiement de modifications biologiques. La lactofermentation, qui naît de la fermentation lactique, est à mon sens la fermentation la plus facile à aborder. Elle consiste à ensemencer des légumes, des jus ou des laitages à l'aide de ferments ou de saumures et à les laisser maturer pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines ou mois ou années. Pour en parler, j'ai souhaité inviter Sébastien, un véritable passionné de fermentation qui fait depuis plusieurs années des quantités de bocaux et d'expérimentation. Écoutons-le raconter ses découvertes. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans, j'habite dans la Sarthe, entre Tours et Le Mans, à la campagne, dans un petit village, où je cultive un potager en permaculture. Je suis passionné de fermentation, donc une passion que je partage sur mon compte Instagram Fermentation. J'ai découvert la fermentation il y a 5-6 ans à peu près, quand j'habitais en Chine, grâce au livre L'intestin au secours du cerveau. Donc c'est un livre vraiment passionnant qui fait un état des lieux de toutes les études scientifiques qui ont été réalisées au cours de ces 10 dernières années sur le rôle fondamental de notre microbiote sur notre santé. Donc l'auteur nous explique que notre microbiote et notre système immunitaire prend sa source à 80% dans notre microbiote. Donc il a vraiment un rôle fondamental. Et en fait, quand ce microbiote est déséquilibré, donc ce qui est de plus en plus le cas parce qu'on mange de plus en plus de produits industriels qui sont pleins déjà de pesticides puis d'additifs, donc des exhausteurs de goût, des conservateurs, des agents de texture et tout ça qu'on n'est pas censé ingérer. On se soigne de plus en plus avec des antibiotiques, donc forcément ça détruit la vie qu'on a dans nos intestins. Et on mange de plus en plus de produits pasteurisés, donc forcément c'est plus vivant. Alors qu'on est censé manger un maximum de produits vivants justement pour entretenir ces bactéries, ce microbiote, donc toute cette vie qu'on a dans nos intestins et qui finalement se retrouve un petit peu partout aussi sur notre corps. Notre peau est pleine de bactéries aussi, qui nous protègent des attaques extérieures. Et c'est pareil dans l'intestin. Donc quand l'intestin, le microbiote est déséquilibré, l'intestin devient poreux. Tous ces additifs, tous ces antibiotiques, toutes ces mauvaises molécules se retrouvent dans notre sang. Donc notre système immunitaire va se défendre et en se défendant, il va attaquer notre corps aussi. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc toutes les maladies, les principales causes de mortalité aujourd'hui dans le monde, le diabète, l'obésité, ensuite des maladies comme Alzheimer. De plus en plus on est en train de prouver que l'autisme aussi vient de là. Donc c'est par ce moyen-là que j'ai découvert la fermentation. L'auteur nous partage que le meilleur moyen, il en existe plusieurs, mais le meilleur moyen de rétablir l'équilibre de notre microbiote, c'est de manger des aliments lactofermentés. Fermentés en général, mais lactofermentés c'est vraiment l'idéal. Donc le kimchi, la choucroute, les pickles et tout ça. Parce que quand on va manger ces produits, on va simplement créer un environnement dans le bocal où les bonnes bactéries vont se développer, vont se multiplier, et quand on va les ingérer, ça va rétablir notre équilibre et ça va vraiment favoriser notre système immunitaire. Donc ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai plus vraiment pensé à ce livre pendant un moment, et c'est un peu plus tard que j'ai redécouvert la fermentation grâce au livre Ni cru ni cuit de Marie-Claire Frédéric. Donc c'est un livre vraiment passionnant avec un site aussi qui est vraiment super, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment lancé, où j'ai fait mes premiers bocaux, et depuis je me suis jamais arrêté. J'essaie de faire fermenter un peu tout ce que je trouve et de
d'essayer les différentes déclinaisons, les hummus, les pickles, les sauces salsa et tout ça. Alors ce que je préfère faire fermenter, c'est j'aime beaucoup la tomate, même si c'est pas forcément facile à faire lacto-fermenter parce que c'est plein de sucre, donc ça a tendance à favoriser les levures, donc une fermentation alcoolique. Mais si c'est bien préparé, c'est vraiment délicieux. Avec des piments, c'est pareil, c'est pas toujours facile à préparer parce que ça a une peau un peu épaisse, mais si on se débrouille bien, ça peut être très bon. Ça mélangé avec du citron, c'est vraiment délicieux parce que le citron, ça apporte une texture un peu gélatineuse qui est vraiment très agréable et un goût qui est vraiment excellent aussi. Donc j'adore mélanger ces trois ingrédients. Des expérimentations que j'ai moins aimées, le choucal, c'est vraiment très particulier. J'ai essayé d'en faire fermenter tout seul, je ne recommande pas du tout. J'ai essayé aussi les côtes de blettes, où ça m'a vraiment pas plu. Mais encore une fois, enfin, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si c'est bien préparé, il y a quelques légumes comme ça, quand on les prépare seuls, c'est pas très bon. Mais quand on les prépare avec d'autres ingrédients, d'autres légumes, avec des épices, qu'on arrive à trouver une recette sympa, là ça peut devenir intéressant, ça peut apporter quelque chose. Mais tout seul, par exemple le choucal, c'est très amer, c'est très fort. Même le radis noir, quand on le fait fermenter, je trouve que ça a une odeur de camembert un peu, donc faut aimer. Moi je trouve ça pas mal, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. La patate douce, j'adore ça, mais ça prend une texture un peu particulière. Donc finalement, voilà, pour la lactofermentation, il faut vraiment tester. Et il ne faut surtout pas se laisser refroidir par le fait qu'on ait essayé de faire fermenter un légume d'une certaine façon, parce qu'on va pouvoir trouver d'autres recettes qui le préparent beaucoup mieux et qui produiront un résultat vraiment meilleur. Alors mes recettes préférées, les premières qui me viennent à l'esprit, c'est le houmous de butternut. Ça j'ai vraiment adoré. Donc c'est simplement du butternut qu'on fait fermenter, qu'on fait lacto-fermenter dans de la saumure tout simplement. On enlève la peau et on le fait fermenter une semaine à peu près à température ambiante et 2 à 3 semaines au frais. Ensuite on mixe ça avec du tahini, donc comme un houmous classique, avec de l'huile d'olive, de l'huile de noix et de l'huile de noisette, ou une variation des trois, ou si on veut mettre autre chose ça peut être bon aussi. Et donc ça crée un mélange qui ne se conserve pas très longtemps, 2 à 3 semaines maximum, parce qu'on rajoute de l'huile, donc forcément ça peut rancir tout ça. Mais c'est vraiment délicieux, j'adore les sauces salsa, donc ma préférée pour l'instant, mais j'ai prévu d'en faire plein cet été, c'est la salsa de tomatillo. Alors les tomatillos, c'est des petites tomates cerises avec un petit voile par-dessus, comme les fruits jaunes là qu'on connaît, je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment délicieux, donc on mixe ça avec de la coriandre. Je me demande si j'ai pas mis un peu d'oignon, des poivrons, du piment. Vous pouvez de toute façon trouver la recette sur ma page si vous voulez. Vous me la demandez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment délicieux. Et une recette que je peux partager aux auditeurs, je vais publier d'ici quelques jours une recette de citron. On est pas mal à connaître le citron à la marocaine, donc c'est du citron jaune avec du sel tout simplement. Donc le citron va relâcher son jus, ça va fermenter, ça se conserve très longtemps et c'est excellent, c'est ce qu'on met dans les tagines marocains. Là je vais partager la recette de citron à la chinoise. Donc c'est simplement des citrons verts pour le coup, qu'on met dans du sel. Ceux-là on ne les tranche pas. Et ensuite on va les laisser fermenter pendant 1 an minimum, mais on peut les laisser fermenter pendant 15 ans. C'est très courant en Chine, donc c'est ce que j'ai prévu de faire. Et donc au bout de 15 ans, ce qui est magique aussi avec la lactofermentation, c'est que les bactéries qui sont présentes au début, les bactéries qui sont présentes au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans ou 15 ans, c'est pas toujours les mêmes. En fait, elles se relaient. Donc quand on fait fermenter des bactéries, des légumes 15 ans, on va finalement
pouvoir se nourrir de bactéries qui n'existaient pas dans les préparations plus courtes. Donc je trouve que c'est un côté de la fermentation qui est vraiment très sympa aussi. Alors mes projets avec la fermentation sur le long terme, pour l'instant l'idée c'est d'en apprendre le plus possible, de partager le plus de recettes possibles et de découvrir un maximum de déclinaisons possibles, que ce soit en lactofermentation, qui est déjà un monde très vaste, mais aussi dans toutes les autres formes de fermentation, que ce soit la fermentation alcaline, donc qui est impliquée dans pas mal de produits asiatiques comme le miso, le tempeh, le natto, la fermentation alcoolique, acétique et éventuellement des formes de fermentation que je ne connais pas encore. Ça me fait vraiment rêver. Donc comprendre vraiment la fermentation en profondeur. Et j'ai un rêve que j'aimerais bien réaliser un jour, mais on verra comment ça se présentera. Ça serait de faire un tour du monde pour documenter un maximum de recettes traditionnelles qui se perdent de plus en plus. Si on prend l'exemple par exemple du Japon, c'est un pays qui s'est beaucoup industrialisé. Donc les gens se sont déplacés de la campagne à la ville. Il y a de plus en plus de recettes traditionnelles qui se perdent, de façons de faire qui deviennent de plus en plus, qu'on oublie de plus en plus parce qu'il n'y a plus personne qui perpétue, qui enseigne à leurs enfants comment on fait tout simplement. Donc l'idée ça serait vraiment de pouvoir aujourd'hui, pendant des années, découvrir un maximum de recettes de chez moi. Donc je passe énormément de temps sur internet à rechercher sur les différents sites. Il y a énormément d'études qui expliquent les recettes de ces différents produits autour du monde. Ironiquement, c'est souvent des études qui sont sponsorisées par des personnes, par des entreprises qui cherchent à remplacer ces méthodes traditionnelles par des méthodes industrielles qui sont moins sympas selon moi. Mais ça m'aide beaucoup et donc je passe énormément de temps à en apprendre sur tous ces produits et peut-être qu'un jour, on verra, j'arriverai à partir et découvrir tout ça. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir cette recette de citron confit à la chinoise. On attend avec impatience Sébastien. Vous pouvez retrouver toutes les pérégrinations fermentées de Sébastien sur son compte Instagram, @ferment-nation. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est la fin de cet épisode qui introduit le thème de la fermentation lactique. Je n'ai pas souhaité pour l'instant aborder ce sujet de manière trop scientifique. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Et puis, j'ai surtout souhaité pour ce podcast rendre un peu de brillance à cette méthode de préparation ancestrale, qui a tout d'une grande. Une méthode oubliée, mais pourtant si bénéfique pour notre palais et notre microbiote. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vilain le Vin. D'ici là, prenez soin de vous et sortez les bocaux. Vilain le Vin est un nouveau podcast qui a besoin de votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, mettez-lui des petites étoiles et parlez-en autour de vous. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Vilain le Vin. Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Eh oui. Pas trop. Voilà. Merci. Voilà. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, alors, ça vous brûle la langue. Ah, ça fait du bien. Allez, à vous maintenant.
À la vôtre, hein. Santé. Merci, hein.